bonjour. Bon, bah voilà, c'est impressionnant. On m'avait pas dit qu'on allait passer après Vincent Cassel. Il y a des stars ici, donc c'est plutôt sympa. Vincent Cassel qui vulgarise l'IA. C'est fou ce qu'on peut faire avec l'IA générative aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils y ont vu que du feu. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'intelligence artificielle encore, un sujet brûlant. Donc avec moi, c'est pas Monica Bellucci, mais c'est Raphaël Arnaud de Suisse Topo. Bonjour. Et du coup, le sujet, c'est est-ce qu'on parle plutôt de fantasme ou réalité dans le monde du géospatial? Donc l'IA, effectivement, c'est un sujet brûlant. Il y a une keynote avant nous. Il y a beaucoup de talks après dans la journée. Il y a des conférences un petit peu partout au niveau du numérique, au niveau de la data, même au niveau du géospatial. Donc l'intelligence artificielle, elle fait partie de nos vies aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Donc elle est autant décriée et détestée qu'elle fascine. Voilà. Certains y voient une révolution technologique, une vraie, celle où c'est vraiment un changement de paradigme avant à après, comme l'a été par exemple l'électricité, Internet. D'autres jugent que c'est pas encore une vraie révolution, c'est-à-dire que pour l'instant c'est un peu du vent, un feu de paille, qu'il y a une bulle autour de l'IA qui risque d'éclater et que finalement on s'en sert pas tant que ça et c'est pas si utile. En tout cas, on voit que ça impacte fortement nos vies, tant au niveau de la révolution technologique, ce que ça permet de faire, ça permet de parler, de générer des choses. Au niveau de ça apporte une transformation sociétale, donc notre façon de travailler. Aujourd'hui, on voit qu'on l'utilise tous les jours pour nous aider à générer du code, à synthétiser des documents ou autres, à nous aider à prendre des décisions. Dans le monde du géospatial, ça nous permettrait quoi? Ça nous permettrait de plus facilement explorer les données. Les données sont parfois difficiles à trouver, difficiles à faire parler. On pourrait les valoriser. On entend aussi que l'IA, elle brise un petit peu les barrières d'accessibilité. C'est-à-dire que s'il y a un domaine qu'on ne connaît pas, techniquement, on n'ose pas y aller. Et grâce à l'IA, en fait, on peut devenir compositeur, sigiste ou autre. Et puis, ça permettrait à tout un chacun de générer une carte, par exemple, sans avoir des connaissances en informatique ou en SIG. À côté de ça, forcément, il y a un revers à la médaille, c'est-à-dire qu'il y a une menace voilà, au niveau de notre vie, des emplois, de notre dépendance par rapport à l'IA. Voilà, est-ce que ça va fainéantiser des gens, ça va les débiliser ou des choses comme ça, puisqu'on va arrêter de réfléchir? Bon, voilà, ce sont les arguments contre. Mais on voit néanmoins que l'IA continue d'avancer. Il y a tous les jours des nouveaux modèles, tous les jours des nouveautés qui fascinent. Et du coup, ça ouvre un petit peu le débat de cette keynote. L'intelligence artificielle, fantasme, voilà, est-ce que c'est encore à l'état du rêve ou réalité? Donc à gauche, bon, c'est pas trop mon fantasme, peut-être plus le tien. En tout cas, à droite, c'est bien ma réalité. Voilà, donc le débat est ouvert. Alors effectivement, l'intelligence artificielle, elle nous fait tous rêver. Ça semble être la solution simple, la solution idéale qui peut nous aider, quel que soit notre domaine, que ce soit la géographie ou les autres domaines. Et elle est désormais incontournable. Mais n'est-elle pas parfois juste un fantasme, justement? Pouvons-nous l'intégrer tel que nous l'imaginons, en fait, dans la réalité actuelle? Alors, l'intelligence artificielle, elle a un rôle majeur à jouer dans le domaine de la géoinformation et dans le domaine de la géographie d'une manière générale. Elle est intégrée depuis longtemps dans les méthodes d'observation, de modélisation du territoire. Mais oui, elle continue à nous faire rêver parce qu'elle peut répondre à d'autres questions dans le domaine de la géographie, notamment nous aider peut-être à valoriser les données géographiques, mais également à accéder plus facilement à ces données qui sont très nombreuses. Alors, les données géographiques ne cessent d'augmenter. Elles sont de plus en plus volumineuses, de plus en plus variées. Elles proviennent d'organisations très différentes. Et à l'heure en fait, de l'ouverture des données, à l'heure du big data,
L'intelligence artificielle, elle apparaît comme la solution idéale pour nous aider, la solution idéale pour aider tout utilisateur à accéder plus facilement à cette richesse que sont ces données géographiques. Donc effectivement, apporter des nouvelles solutions pour naviguer dans les méandres de toutes ces données. On pense tout de suite à l'intelligence artificielle qui pourrait faire gagner du temps par rapport à l'humain. Et là, je me permets une petite introduction aussi sur le fait que l'IA, en fait, ça existe depuis très longtemps, depuis des décennies, on parle d'intelligence artificielle. Mais pourquoi aujourd'hui on en parle autant? C'est quand même grâce à ce qu'on appelle le moment GPT, où les choses ont commencé à devenir vraiment différentes avec l'avènement de ChatGPT. Et du coup, dans le monde du géospatial, on parle beaucoup d'IA. Et j'aimerais préciser qu'aujourd'hui, nous, on va s'attaquer plutôt à tout ce qui est grand langage de modèle. Donc, en raccourci, je diviserai un petit peu l'IA selon deux grandes catégories. La computer vision, qui a été très bien vulgarisée par Mathieu avant, où en fait c'est le traitement d'images, de drones, d'images satellites. On fait de la segmentation, on extrait des parcelles, des avions, on fait de la reconnaissance d'images. Donc ça, c'est le machine learning et le deep learning qui existent depuis plus longtemps. Et puis aujourd'hui, la vraie révolution, telle qu'on la sent dans la société, elle vient quand même de tout ce qui est IA générative. Donc l'IA générative, c'est une IA qui peut générer des images, du texte, du son, de la vidéo. Et puis c'est là qu'on parle de grands modèles de langage, donc les LLM comme ChatGPT, qui eux sont capables de comprendre le langage naturel et de générer du langage naturel. Donc apporter le langage naturel à un système d'information ou une application, en fait, ça change complètement la façon d'appréhender ce système. On n'a plus besoin de maîtriser une interface, de cliquer sur des boutons. On peut parler. On n'a plus besoin de connaître les données. On peut les rechercher, les trouver. On n'a plus besoin d'avoir de compétences trop fortes techniques. On peut juste parler aux applications. Donc, par exemple, l'IA, le LLM, qu'est-ce qu'elle pourrait nous permettre dans le cadre du domaine géographique? Eh ben, c'est en fait de nous permettre de parler à nos données. Donc de poser en langage naturel des questions sur notre territoire et sur des informations qui nous intéressent. Oui, alors j'ai une conférence aujourd'hui à Renan, à l'EPFL. J'aimerais faire un peu de sport près du lac après et me baigner. As-tu des endroits à me proposer? Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas d'ici, mais si je suis une IA et que tu me poses cette question, effectivement, je vais pouvoir rechercher grâce au sens de ta question, je vais comprendre ce que tu me demandes, et puis je vais rechercher des données qui évoquent des plages, des équipements sportifs, dans les données de Swisstopo, dans des données de référence ou autres. Et puis je vais essayer de les localiser et de te formuler une réponse. Alors chez Swisstopo, mais également dans les cantons ou les communes, voire d'autres partenaires, nous avons des données géographiques très précieuses, très intéressantes et aussi de qualité. Et cette IA générative ou cette interprétation du langage nous intéresse énormément. Et dans le cadre de la stratégie suisse pour la géoinformation, Swisstopo a souhaité répondre depuis 2024 jusqu'à la fin de cette année à cette question-là, est-ce que l'IA générative et les LLM peuvent nous aider à répondre à des questions d'utilisateurs non experts dans les infrastructures de données géographiques? Comment est-ce qu'on pourrait amener les LLM à travailler, à répondre à des données basées sur les données contenues dans l'infrastructure fédérale de données géographiques? Et comment est-ce qu'on peut leur fournir après des fonctionnalités pour l'analyse spatiale et pour la recherche basée sur ces données géographiques, que ce soit la donnée en soi ou la métadonnée, donc leur description. Après, comment passer de ce fantasme à la réalité? Si on reprend un peu notre image, ChatGPT nous dit que réaliser un fantasme, c'est un processus réfléchi qui mêle introspection, communication et prudence. Si on l'applique à notre cas, pour faire cette transition pour le processus, nous avons quand même besoin, quelle que soit la méthode, de temps, de beaucoup d'efforts, de patience et de persévérance.
Nous allons suivre plusieurs étapes. Je les vois pas. La première étape pour réaliser ce fantasme, ou pour réaliser en fait aussi ce fantasme associé au LLM que nous avons essayé de suivre, c'est essayer déjà de comprendre qu'est-ce sont les LLM, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter dans le cadre de ce travail, d'évaluer ensuite la faisabilité et les limites, et de le mettre en scène progressivement via des prototypes. Et après toute cette expérience qu'on a faite, faire un certain débriefing et ajuster les différents paramètres. Alors nous avons déjà essayé de comprendre. Pour comprendre tout ce qui est IA, LLM associé à la géoinformation, nous sommes plongés dans pas mal d'articles scientifiques donc, qui font référence tant à l'IA qu'au LLM et aux infrastructures de données géographiques. Et nous avons rencontré également un certain nombre d'experts et d'expertes dans le domaine de l'intelligence artificielle en Suisse, notamment des personnes du CNAI, des ETH, d'IBM, etc. Après, nous avons souhaité évaluer la faisabilité et les limites de ces LLM dans une infrastructure de données géographiques. Pour ça, en 2024, nous avons demandé à 2 sociétés, Camp2Camp et Agéospatial, de nous fournir des rapports sur l'état de l'art dans ce domaine-là. Et nous avons aussi fait pas mal de recherches en ce qui concerne les impacts techniques. Il y a pas mal de choses qu'on doit encore étudier, notamment tout ce qui est les biais, les hallucinations qui sont générées par l'IA, tout ce qui est la reproductibilité. Est-ce que quand on pose une question, on va obtenir à chaque fois les mêmes résultats ou est-ce que cela varie? Il faut que ce soit très clair pour que le système qui est développé, on puisse acquérir une certaine confiance. Après, il y a aussi des impacts éthiques que Florent a un petit peu nommés, qui sont relativement importants. L'intelligence artificielle et les LLM sont entraînés sur un nombre extraordinaire de données qui se retrouvent sur le web, et également le dark web. Or, comme la société de manière générale, sur le dark web, il y a également des mots, des images qui sont pas belles, qui sont violentes, et on est obligé de les étiqueter afin de les sortir de ces langages de modèles. Et pour ça, il y a des personnes, des humains derrière, et qui parfois travaillent en sous-traitance et dans des conditions pas parfaites et qui sont traumatisés en voyant toutes ces images de violence, etc. Après, il y a aussi pas mal d'impacts environnementaux. Dès qu'on utilise l'informatique ou des ordinateurs, effectivement, on consomme plus d'électricité, ça nous paraît normal. Alors, cette électricité est nécessaire pour entraîner les modèles, mais également à chaque fois qu'on va faire une requête. Mais il faut aussi pas mal d'eau afin de refroidir en fait, ces systèmes. Et si par exemple vous faites 50 requêtes sur ChatGPT, vous allez consommer environ 2 litres d'eau. Vous pourrez y penser la prochaine fois que vous allez faire des requêtes sur ChatGPT ou tout autre chatbot. Après, il y a aussi tout ce qui est question sécuritaire. Il faut maîtriser et contrôler tout ce qui est injection de code, ou encore avoir une certaine gouvernance pour la fuite des données qui pourraient se passer, puis aussi tout ce qui est aspect législatif. Actuellement en Suisse, on a dans le droit adopté la Convention du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle, mais on a un projet de consultation qui devrait être terminé en cette fin d'année. Après, le but, c'est de mettre en scène progressivement, en fait, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire donc avec ces LLM dans cette infrastructure de données géographiques. Et pour ça, nous avons mandaté 3 sociétés. Et en collaboration de ces 3 sociétés avec Suisse-Topo, nous avons développé 3 prototypes. Le premier est sur améliorer la découvrabilité des géodonnées avec les LLM, qui a été fait par Camp2Camp notamment. Et les 2 seconds sont axés plus sur comment rendre accessibles les géodonnées avec les LLM. Et ils ont été faits par l'entreprise Agéospatial et Ask-Earth. Si vous souhaitez voir après ces prototypes, nous serons présents dans la zone Est à 10h40. Nous avons 10 minutes pour les présenter brièvement. Donc la réalisation de ces prototypes a soulevé pas mal d'enjeux techniques au niveau de la donnée géographique. Comment appliquer les LLM et profiter et tirer parti de leur potentiel
pour notamment trouver de la donnée. Donc un point qui est très important quand on s'imagine parler au territoire, parler aux données, parler aux cartes, c'est qu'il faut que le LLM, pour générer une réponse, faut qu'il aille puiser dans les bonnes données. C'est comme si on fait une recette de cuisine, si on confond la farine avec de la cocaïne, ça va pas faire le même résultat. C'est peut-être là qu'on parlerait d'hallucination au niveau des IA. En tout cas, le langage naturel, l'IA, ce qu'elle permet, c'est qu'elle permet de converser avec la donnée. Donc elle comprend le langage naturel. Ensuite, elle permet de faire de la recherche sémantique. Donc ça, c'est un type de recherche où des modèles de langage permettent de numériser le sens d'un texte. Donc dans un vecteur à des milliers de dimensions, des dimensions pour dire de quoi on parle, pour dire si c'est gentil ou méchant, etc. Et à la fin, comme ça a été présenté dans la présentation d'avant, on a un énorme vecteur à des milliers de dimensions qui donne le sens de quelque chose. Donc c'est très intéressant parce que si on a le sens d'un texte, on n'est plus attaché à des mots-clés, comme c'est le cas dans n'importe quelle recherche lexicale. Donc précipitation, pluie ou autre, ça va être interprété de la même manière. Donc il faut comprendre que dans n'importe quel système, aussi puissant qu'il soit, tout le processing qu'on peut faire, toute l'intelligence qu'on peut mettre, si on ne trouve pas la bonne donnée, on n'arrivera pas à répondre à la question de l'utilisateur. Donc c'est essentiel d'avoir des systèmes qui sont capables de comprendre le contexte de la question, de comprendre l'intention de l'utilisateur et de voir parmi le patrimoine de données qu'on a, que ce soit dans un catalogue privé comme à Topo ou dans des données de référence comme OpenStreetMap, quelles sont les données qui répondent le mieux. Donc une des méthodes ici qui ont été mises en place, c'est ce qui s'appelle un RAG, Retrieval Augmented Generation, où l'objectif, c'est en fait l'intelligence artificielle, elle est entraînée, donc elle connaît du contenu, par exemple, elle peut connaître Wikipédia, elle peut connaître les données dans OpenStreetMap, mais elle ne va pas connaître vos propres données, parce qu'elle n'aura pas été entraînée dessus. Donc là, l'intérêt de cette technique, c'est de trouver en amont les bonnes données qui vont répondre à la question de l'utilisateur et de les envoyer à l'IA dans le prompt, de les envoyer pour lui demander « Ok, ne te sers pas de tes facultés de connaissance, mais de raisonnement et n'utilise que les données que je t'ai envoyées pour répondre à ma question. » Donc c'est comme ça que ça fonctionne une application classique d'IA. On appelle GPT, on lui pose des questions, sauf qu'en fait, en plus de la question de l'utilisateur, on lui met plein d'autres choses, comme des données, des métadonnées ou autres, pour l'aider à raisonner. Donc là, c'est un exemple, voilà, on pose une question, cette question, on demande à un LLM d'extraire ce qu'on recherche, notre intention, est-ce qu'on recherche de la donnée, où, etc. Ensuite, on va faire une recherche sémantique grâce au modèle de langage. On va encoder la question et comme les données auront été encodées, on va pouvoir trouver les documents qui sont le plus proches du sens de ma question. Et puis on peut appliquer différentes étapes, appeler les LLM à différents endroits, comme par exemple, imaginons que ma recherche sémantique me retourne 50 résultats, je peux redemander au LLM, lui donner « Ok, j'ai 50 résultats, voici ma question d'origine, à ton avis, lequel est vraiment le meilleur ?» pour qu'ensuite il puisse me générer une réponse et me sortir les meilleures données. Donc ça, c'est un point, c'est par exemple comment on fait une application qui fait de la recherche et qui répond aux questions à partir des documents qu'on a trouvés lors de notre phase de recherche. Aujourd'hui, on va un petit peu plus loin, on voit que les agents, les LLM réussissent à raisonner. Hein, ils arrivent à exécuter des choses, par exemple, ils exécutent du code, ils raisonnent, ils disent « Attends, je vais chercher de l'information, je suis en train de synthétiser l'information ». On les voit devenir un peu plus intelligents. Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'IA plutôt agentique, avec des systèmes de raisonnement. Et en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, l'utilisateur, de la même manière, il pose sa question. Et là, on va demander au LLM de réfléchir, et pour l'aider à réfléchir, on va lui donner un grand nombre de fonctionnalités, d'actions qu'il va pouvoir opérer. Donc par exemple, tiens, tu as à ta disposition une fonction qui fait un buffer, une fonction qui fait une intersection, une fonction qui fait du clipping, par exemple. Je veux que tu me fasses une extraction de données, et lui va raisonner. Il va se dire, ah ok, j'ai le droit de faire un buffer, alors je vais d'abord faire un buffer, ensuite je vais faire une intersection, etc. Et puis il va définir un plan d'exécution et il va appeler les fonctions que je lui aurai décrites et qu'il aura le droit d'utiliser.
Donc voilà, ça permet de faire du raisonnement et ça permet au LLM d'itérer selon plein de processus, et à chaque fois, à la fin de l'exécution d'une action, il réfléchit: est-ce que j'ai pu répondre à la question ou pas, est-ce que j'ai fini ou pas, ou est-ce que je continue. Donc par exemple, si on reprend le cas d'usage dont on parlait au début, sur les terrains de sport, et ben là, le LLM, il va savoir, on lui aura dit: tiens, tu as une fonction pour télécharger des données, dont les équipements sportifs. Voilà, il va télécharger le contour du lac, il va faire un buffer autour du lac de 500 mètres, il va faire une intersection et il va extraire tout seul les équipements sportifs qui sont à 500 mètres du lac. Donc c'est la transformation en langage naturel vers une suite d'exécution d'outils que je lui aurais donnés. Donc là, on parle de modèle contexte protocole, le MCP. C'est une façon de standardiser cette définition d'outils. Moi, je peux faire une application où je lui donne mes outils. Mais en fait, tous ces systèmes, ils peuvent exporter les outils qu'ils ont à disposition. Par exemple, Spotify va fournir tous ces outils sous forme de liste standardisée via le protocole MCP. Ainsi, n'importe quel agent d'IA sera capable d'aller me mettre de la musique. Et donc, c'est là qu'il y a un petit peu les enjeux, c'est de créer des agents ou des serveurs MCP qui vont permettre à l'utilisateur d'interagir avec n'importe quelle application, n'importe quel système, de façon centralisée grâce au langage naturel. Donc on pourrait imaginer poser des questions et que l'agent aille se dire: ok, j'ai accès à la météo, j'ai accès au transport, j'ai accès au chemin de randonnée, ok, je te prévois ta randonnée à moins d'1 heure de chez toi, au-dessus du plafond de nuages, et puis je te mets une petite musique pour la route. Donc tout est connecté. Il y a des serveurs MCP pour à peu près tout aujourd'hui. Donc on voit qu'on est dans une constellation de services, et l'IA, forcément, elle est de plus en plus présente, elle existe, elle est là, elle est dans notre quotidien, et il y a de plus en plus de moyens d'y accéder facilement. Alors effectivement, comme l'a dit Florent, l'intelligence artificielle fait désormais partie de nos vies. Et pour Suisse Topo, c'est essentiel de continuer à aller dans cette nouvelle dimension et à faire notamment certaines expériences, faire certaines recherches. Et ce que nous avons fait depuis 2024, ça nous a apporté beaucoup. Nous avons eu pas mal de résultats. Ces résultats pourront être utiles non seulement pour l'infrastructure fédérale de données géographiques, pour l'infrastructure nationale de données géographiques, et également pour la future géoplateforme suisse, SwissGeo, et aussi pour le monde de la géographie d'une manière générale. Et dans ce cadre-là, Suisse Topo est en train d'élaborer, nous avons terminé d'élaborer un document décisionnel. Et avec ce document, en fait, ce sera la base pour savoir comment allons-nous continuer les années qui viennent. Qu'est-ce que nous allons faire dans le domaine de l'intelligence artificielle et notamment des LLM. Et par exemple, allons-nous tester ce nouveau LLM suisse, Apertus, développé par les EPF plus le Centre suisse de calcul scientifique. Cela nous permettrait peut-être de minimiser certains impacts, notamment éthiques, mais également en fait, de garantir une certaine souveraineté nationale. Donc effectivement, les enjeux pour des institutions comme Suisse Topo, c'est à la fois d'utiliser l'IA et d'en tirer parti, mais aussi d'être présent dans le paysage, par exemple des serveurs MCP ou quoi, pour être accessible via les agents aux utilisateurs. Bon, on arrive sur la conclusion sur où est-ce qu'on en est. Alors aujourd'hui, il y a des statistiques qui montrent que 80% des projets échouent et que seulement 30% dépassent le stade de pilote. Donc effectivement, il y a eu un gros engouement, beaucoup de R&D, de startups qui se montent. On utilise GPT, on fait de l'IA, mais après, est-ce que ça résout des vrais problèmes? Est-ce que ça répond à un vrai besoin? Et surtout, est-ce que ça marche? Donc l'IA aujourd'hui n'est peut-être pas encore au stade de la réalité, dans le sens où c'est pas magique et elle ne peut pas répondre à toutes les questions. Néanmoins, on voit de plus en plus de systèmes en production qui fonctionnent. En tout cas, toute la reconnaissance d'images, toute la reconnaissance de texte, toute la recherche sémantique, le tout fonctionne et est déjà en production dans plein de systèmes. Et on voit dans nos métiers que ça nous aide quand même tous les jours. Pour citer le PDG d'NVIDIA, qui forcément est enthousiaste, on voit qu'il y a eu l'ère Generative AI avec le moment GPT.
On avance vers Agentic AI, donc des IA qui raisonnent et qui sont de plus en plus intelligentes. Et ça va sur Physical AI, où on va avoir bientôt des robots avec nous. Donc quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, on voit que l'IA, elle est omniprésente dans notre société, dans notre quotidien. Donc il vaut mieux essayer de composer avec, il vaut mieux en tirer parti, et il faut essayer de profiter de cet élan technologique, parce que, qu'on le veuille ou non, le monde de demain sera un monde d'IA. Alors, on va essayer de conclure quand même sur une note plutôt positive. Et en fait, travaillons déjà nos données, travaillons tant les données géographiques, tant les métadonnées, ayant des données de bonne qualité, étant donné que les LLM, en fait, ils se basent sur ces données-là. Donc, si la qualité de nos données est bonne, nous aurons des résultats qui seront probablement bons. Donc, c'est quand même la base essentielle pour avoir des résultats satisfaisants avec ces LLM. Et aussi, essayons simplement ensemble de transformer ce fantasme en réalité, tirons les bénéfices de l'intelligence artificielle afin de faciliter l'accessibilité aux données géographiques, ce patrimoine qui est tellement précieux et que nous utilisons, je pense que tous les jours. Voilà, donc à vous de tirer vos propres conclusions. Merci.